Bonjour à ceux qui nous rejoignent et nous continuons la découverte des ateliers de la Fabrique de l'agronomie et aujourd'hui nous allons parler de l'atelier système de développement agricole. Et pour cet atelier, nous avons un panel qui est bien représentatif du système de développement agricole, donc avec deux intervenants qui sont les deux auteurs du chapitre 8 de la contribution du système de développement agricole à la construction de l'agronomie. Donc François Cotman, qui est ex-directeur de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, et André Pouzet, qui est ex-directeur de Terre Innovia. Et puis, pour la confrontation sur ce chapitre et sur cette thématique, on a deux discutants qui, eux, qui représentent aussi le complément du système de développement agricole. Nous avons Jean-Guy Valette, qui est consultant, qui est élu local et qui est ex-directeur d'un syndicat professionnel agricole. Et puis Lionel Borret, qui lui est agriculteur, mais qui est aussi et surtout président de l'Alliance de 3 coopératives en Bourgogne-Franche-Comté. Et nous avons en plus Jean Boiffin, qui représente dans ce webinaire un des auteurs de la partie dynamique scientifique de la Fabrique de l'agronomie, et Antoine Messéan, qui est aussi un des auteurs de la partie 1. Et donc, nous allons démarrer dans quelques secondes, mais je vous rappelle que pour ce webinaire, il y a un temps d'intervention, un temps de discussion et un temps d'échange et de discussion avec vous qui êtes à distance. Et donc, nous avons prévu une trentaine de minutes pour cela. Et donc, vous avez deux possibilités d'interagir avec nous. La rubrique discussion qui vous permet de poser toutes les questions, de donner des informations, me faire part éventuellement de soucis techniques, mais jamais en général. Et puis, la deuxième rubrique qu'on vous conseille vivement d'utiliser, c'est la rubrique QR pour questions-réponses. Et c'est là où il faut poser toutes vos questions. Je vous le rappellerai dans le chat tout à l'heure. Merci. Et donc, sans tarder, nous allons donner la parole à nos deux auteurs et pour pouvoir discuter ensuite de cette contribution du système de développement agricole à la dynamique de l'agronomie. Donc, François, André, vous avez la parole. Bonjour à tous. Dans le livre La Fabrique de l'agronomie, le chapitre 8 est consacré à la contribution du système de développement agricole à la dynamique de l'agronomie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous vous proposons de clarifier ce que nous entendons dans ce chapitre par système de développement agricole ou SDA. Tout au long de la période considérée, 1945-2020, l'État a fixé des objectifs pour l'agriculture et financé les acteurs chargés de la mise en œuvre de ces objectifs, de manière interactive entre eux. Dans un souci de clarté, nous avons regroupé les acteurs opérationnels en 4 catégories: les chambres d'agriculture, les instituts techniques, les organismes d'approvisionnement et de collecte, les organismes nationaux à vocation agricole et rurale. Le rôle de l'État évolue au fil du temps, notamment avec l'impact du ministère de l'Environnement via ses agences, sans oublier l'implication récente des conseils régionaux. Les développements qui suivent vont nous permettre de vous présenter d'abord les transformations et les faits marquants de l'activité des acteurs du SDA, puis leur contribution à l'extension et à l'enrichissement de l'agronomie, et enfin les enjeux pour l'avenir du SDA dans un contexte de transition. Cette diapositive schématise en 5 étapes comment les principales évolutions institutionnelles, techniques, économiques et sociales ont influencé les pratiques des agronomes du SDA. Nous évoquons ici brièvement les seuls faits marquants, enjeux importants
et actions emblématiques. La première étape de 1945 à 1959 est marquée par la diffusion face à la nécessité de relancer la production agricole pour couvrir les besoins alimentaires de la population. Les ingénieurs des services agricoles et leur relais dans les campagnes caractérisent les potentialités des petites régions agricoles. Les remembrements et la mécanisation sont encouragés. Progressivement, des initiatives du monde agricole se développent. Création des CETA, qui s'appuient sur l'INRA, des instituts de filière et initiatives des coopératives et diffusion de journaux agricoles. En 1959, un décret encourage le regroupement des agriculteurs au sein de groupes de vulgarisation agricole, les GVA. Et en 1962, avec la mise en place de la politique agricole commune, la modernisation de l'agriculture française apparaît impérative au plan institutionnel. La communauté de vue entre les pouvoirs publics et la FNSEA aboutit à la création de l'ANDA en 1966, entérinant ainsi la cogestion entre le ministère de l'Agriculture et le syndicat. Le développement agricole se structure alors avec une architecture descendante et sectorielle, un ITA par filière. Il en résulte une logique diffusionniste renforcée, verticale, dominante, allant de la recherche aux praticiens. Dans un contexte de spécialisation régionale, une très forte impulsion est alors donnée au remembrement pour répondre aux exigences de la mécanisation croissante. Les conseillers en chambre d'agriculture et centres d'économie rurale accompagnent les agriculteurs dans les transformations de leurs exploitations, agrandissement, restructuration foncière, drainage et irrigation. Parallèlement à la diversification des intrants, semences, herbicides notamment, c'est aussi la période où les évolutions des assolements commencent à susciter des questions impliquant les agronomes. Travail du sol, retournement des prairies, chaulage, expansion du maïs. En 1982, les débats lors des États généraux du développement agricole illustrent les interrogations croissantes sur le modèle intensif, générateur de pollution, de surproduction pour certaines cultures. Ces débats fragilisent l'unité syndicale, mais c'est surtout le contexte économique qui incite aux modifications du modèle diffusionniste qui ne touche qu'une faible fraction des agriculteurs. Ainsi sont initiées les opérations locales fourrage mieux pour le lait, mais aussi les réseaux Opticop pour les céréales. Au cours de cette décennie, la création du Corpen, du Comifère et de Fertimieux sont des marqueurs de l'essor de l'agronomie qui se concrétisent dans la décennie suivante, 1993-2002, notamment avec le déploiement de l'opération Fertimieux face à la problématique des nitrates d'origine agricole dans les eaux potables. Cette période est remarquable par les évolutions imposées par les règlements de la politique agricole commune et l'entrée en vigueur de la conditionnalité des aides communautaires. D'autres événements viennent remettre en cause la confiance des consommateurs envers les pratiques agricoles, l'épisode de la vache folle, les risques liés à l'emploi généralisé des pesticides, la possible commercialisation de variétés OGM. Cette décennie sonne le glas des 30 glorieuses et du progrès technique. La diffusion doit répondre à de nouveaux impératifs environnementaux et sociétaux. En 2003, l'ANDA, structure de droit privé, est remplacée par un établissement public, l'ADAR, puis en 2006, l'État décide de faire gérer les fonds publics directement par ses services, via le compte d'affectation spéciale du développement agricole et rural, le CASDAR. Il en résulte une innovation importante. Une partie des fonds est utilisée pour des projets avec une forte incitation au partenariat. Ce dispositif a permis pour partie l'accompagnement du Grenelle de l'environnement en 2008 et celui de l'agroécologie 2013 par certains acteurs du SDA. Toutefois, les enjeux sociétaux majeurs que constituent la réduction de l'usage des phytosanitaires, objectif du dispositif Ecophyto, la préservation des ressources en eau et en biodiversité, objet de multiples démarches territoriales,
reste très prégnant pour les agronomes du développement agricole qui doivent en outre affronter les questions complexes induites par le changement climatique et prendre acte des technologies du numérique génératrices d'une nouvelle donne dans l'accompagnement des agriculteurs et l'animation des groupes. Donc, la contribution nous abordons la seconde partie, donc la contribution du système de développement agricole à l'extension et à l'enrichissement de l'agronomie, en explorant deux points, deux versants. Le premier, c'est comment les agronomes ont mobilisé l'agronomie en constante évolution. Et puis deuxièmement, comment, en retour, ils ont contribué à cette dynamique. Alors, en préalable, donc, nous avons réalisé un travail collectif, dans le cadre d'une collaboration collective avec différents agronomes, pour recenser au fil du temps les questions posées, les thèmes abordés et les actions entreprises et déjà évoquées au cours du récit précédent. Nous avons structuré les informations dans un tableau d'une double page dans l'ouvrage, en identifiant 4 grandes problématiques génératrices de 13 types d'actions décrites en toutes lettres, période par période. Ici, bien sûr, pour la simplification de la présentation, nous avons opté pour une certaine sobriété en gardant la même structure du tableau, mais en symbolisant chaque action par un rectangle bleu foncé, un ovale bleu clair ou une simple croix selon que l'action a mobilisé des ressources importantes, significatives ou modérées. La première problématique, amélioration de la production de sa gestion, regroupe toutes les questions posées au niveau de la parcelle, avec une prédominance des actions portant sur des maillons de l'itinéraire technique, ce dernier faisant l'objet de travaux à partir de 1980, relayés ensuite dans les années 2000 par des actions au niveau du système de culture, en particulier avec le RMT Système de culture innovant. La qualité des produits constitue un thème investi très tardivement. La seconde problématique regroupe toutes les questions abordées au niveau de l'exploitation, avec, au cours des 2 premières périodes, les actions relatives à la motorisation et aux agroéquipements. Le fonctionnement global de l'exploitation a fait l'objet d'un encadrement continu, avec les plans de développement initiés en seconde période pour soutenir la modernisation, relayés ensuite, en seconde période, relayés ensuite par l'accompagnement de la PAC pour faciliter l'adaptation des exploitations aux réformes successives. Enfin, l'accompagnement au niveau des exploitations a eu lieu aussi pour les projets de drainage et d'irrigation très conséquents entre 1980 et 2000. La troisième problématique concerne les initiatives prises à un échelon régional. La caractérisation des milieux fait d'abord l'objet d'un travail remarquable avec la stratification des petites régions agricoles, puis un investissement via les secteurs de référence drainage. On assiste ensuite à une veille avec le programme de gestion inventaire, gestion et conservation des sols, et le réveil avec le dynamisme du RMT Sol et Territoire en dernière période. Un second axe regroupe toutes les opérations pionnières intégrant la diversité des exploitations à partir des années 80. Typologie, fourrage mieux, puis expérimentation plan de développement durable et mise en place des contrats territoriaux d'exploitation, CTE, l'agriculture raisonnée avec la qualification des exploitations et le réseau phare, et puis plus récemment, évidemment, le réseau défi dans le cadre d'Ecophyto et l'animation des J2E. Enfin, le dernier axe concerne donc les aménagements collectifs, remembrement, irrigation et drainage, très conséquents durant les 4 premières périodes. La quatrième problématique regroupe les enjeux environnementaux et sociétaux qui surgissent avec prioritairement la protection des ressources en eau, axe majeur de mobilisation depuis une bonne trentaine d'années. Plus tardif pour la préservation de l'environnement, de la biodiversité. Et enfin, il faut souligner quand même d'autres implications dans l'économie circulaire, par exemple avec le recyclage des boules de stations d'épuration, les études, analyses de cycle de vie, l'évaluation des impacts liés aux OGM, et aujourd'hui la mobilisation transversale pour la réduction des gaz à effet de serre avec le changement climatique. Le tableau ainsi donc, illustre visuellement la dynamique générale d'extension des problématiques posées et de diversification des actions entreprises par les agronomes du développement agricole au fil des 5 périodes. La diversité croissante des thèmes abordés et des actions entreprises a constitué un réel moteur à l'extension de l'agronomie. C'est par leur capacité à identifier des situations particulières, génératrices de nouveaux questionnements posés à la recherche et ou d'innovation,
que les agronomes du développement, mais aussi les agriculteurs eux-mêmes, individuellement ou en groupe, ont contribué à l'enrichissement de l'agronomie. C'est là un premier constat général. Après ce premier aspect, donc, on s'est doté d'une grille d'analyse systémique et transversale pour approfondir donc, les différentes fonctions du SDA. Au cœur de cette grille, on a le diagnostic agronomique parce qu'en réfléchissant donc, aux activités des différents métiers, il y a un dénominateur commun, c'est le diagnostic agronomique, suivi en général de plans d'action. Et c'est aussi le socle des 5 fonctions qu'on a identifiées: acquisition de référence, innovation, expertise, accompagnement et formation et diffusion. Donc là, pour des questions, donc pour chacune des fonctions, donc dans le chapitre, on a analysé l'évolution avec un double souci, d'une part de voir comment on avait assimilé et intégré au niveau des agronomes du développement les différents acquis de la recherche et comment ensuite on avait produit et contribué à produire donc à l'extension de l'agronomie, et enrichir l'agronomie. Donc là, pour des questions de temps, je vais me limiter donc aux 2 fonctions accompagnement et puis donc diffusion. Pour ce qui est de la fonction de l'accompagnement, donc le terme il résulte d'une évolution en fait des postures qui sont passées donc de postures assez simples de diffusion et de conseils ensuite plus ou moins plus compliqués. Mais le fait majeur qui a donc impacté donc l'agronomie dans le développement, c'est quand même les méthodes et les outils de la démarche clinique. Alors certes, qui ont été donc bien assimilés et bien mis en pratique par les agronomes du développement, avec toutefois donc des variations. Il y a certains donc outils comme le tour de plaine, le profil cultural, les schémas des rendements des cultures, donc qui sont assez emblématiques et qui ont été bien intégrés et qui ont profondément enrichi l'accompagnement des agriculteurs au niveau du conseil tactique, pilotage des cultures. D'autres un peu moins. Un point fort du fonctionnement de l'accompagnement, c'était l'intégration du fonctionnement global de l'exploitation. Ça, je pense que c'est lié aussi à la qualité de formation donc, dans les lycées agricoles, puisque beaucoup de techniciens donc, sont issus de BTS ou de BTS, donc des lycées, et c'est eux qui encadrent donc l'accompagnement stratégique des exploitations aux différentes périodes clés de l'évolution. Et donc, ils ont une importance assez considérable sur le choix des systèmes de culture, les questions d'agroéquipement et d'organisation du travail, y compris aussi les trajectoires d'exploitation. Ensuite, le 3e niveau, donc, c'est l'apprentissage des outils et animations de médiation territoriale, sachant qu'en matière sur le plan pratique, on a observé donc une rupture. Au départ, on avait donc des opérations d'aménagement, je dirais, uniquement technologiques, et on a évolué vers des démarches de gestion de l'espace beaucoup plus complexes, et donc avec un travail multi-acteurs plus important. Donc voilà, en bref, pour ce qui est de la fonction d'accompagnement. Pour la fonction de la diffusion, donc là, la mobilisation, ça a surtout été celle des acquis donc, des sociologues. Et donc, dans la petite colonne de gauche, on a retenu l'essentiel. C'est que l'efficacité de la diffusion, elle repose en fait sur une articulation entre un transfert vertical des connaissances scientifiques et techniques, qui sont souvent formalisées par écrit par les agronomes, et puis une mise en discussion transversale entre agriculteurs, donc orale, pour faire des tests, des ajustements, et s'approprier ou non les différentes connaissances scientifiques et techniques. C'est aussi l'occasion d'échanges de savoirs locaux circonscrits et puis contextualisés, sachant au fait qu'en finale, donc, les agriculteurs prennent souvent leurs décisions sur une hybridation de ces différentes connaissances. Alors c'est vrai que le développement, depuis le début, depuis 1945 jusqu'à nos jours, a mis beaucoup de moyens pour cette fonction de diffusion, notamment donc, par la presse écrite, qui est assez diversifiée, aujourd'hui aussi par les OAD, donc on a classé ici. Et puis, on a quand même, au niveau du développement, eu une attention permanente à l'animation de groupe. Alors, sachant que là, il y a eu une très forte évolution aussi, puisqu'on avait au départ un maillage territorial extrêmement intéressant, extrêmement dense, avec les GVL, les CETA, etc., avec une régression considérable ces dernières années, mais par contre, une modification des périmètres, puisque les groupes sont interconnectés dans les différents territoires avec le numérique. Sachant aussi, pour reprendre les observations de Claude Compagnon, donc les agriculteurs de toute façon sont impliqués dans des réseaux de dialogue et c'est là qu'ils se forgent un petit peu leur clé de décision. Voilà ce que je dirais pour la diffusion.
pour aborder la troisième partie, donc quelles sont les conditions et enjeux pour préserver la contribution du SDA donc à la fabrique de l'agronomie dans l'avenir, dans un contexte de transition. Alors, dans un premier temps, on a identifié un peu 4 déterminants. Le premier déterminant, c'est la formation permanente et le financement. Formation permanente, c'est vrai qu'il faut quand même pointer un événement important dans toute cette période, ça a été quand même la relance de l'agronomie, qui était quand même un fait majeur pour le transfert de l'agronomie au sens systémique, dans un réseau d'agronomes donc, qui sont restés connectés entre eux, avec des relations aussi avec la recherche. Ça a été très important. Et de notre point de vue, la formation permanente, compte tenu du rythme d'évolution des connaissances et du renouvellement des compétences qu'il faut acquérir, ça doit être un souci permanent et si possible, donc rester quelque chose un point de vigilance. On fait aussi allusion au financement parce qu'en fait, il y a eu un rapport donc, de l'ACTA donc, sur le système R&D et son financement en termes de perspective et pointer la notion de l'équilibre des financements. C'est vrai qu'on se retrouve paradoxalement, si je prends le cas des chambres d'agriculture, avec une réduction des financements publics et en même temps un accroissement des enjeux de biens publics. Donc, il y a un peu une contradiction. Deuxième déterminant important, c'est tout ce qui est coopération, recherche, formation, développement agricole. Donc là, les initiatives, dès le départ, ont été importantes puisque l'équipe de Michel Séviotte s'est fortement impliquée dans la formation des conseillers dès les années 80 donc à Trichâteau. Mais ensuite, donc, les dispositifs ont été enrichis et multipliés. On peut donc notamment mentionner donc, tout ce qui est donc, les dispositifs de mutualisation avec le Comifère, un caractère emblématique, puisque là, on a vraiment un continuum complet et qui a été créé donc, au moment des stages généraux du développement, donc il y a quand même un historique. Il y a aussi donc d'autres aspects, d'autres initiatives qui ont été prises, comme les RMT et UMT, comme les initiatives de recherche-action, qui sont aussi très intéressantes. Et puis, donc, les GIS aussi, qui ont une fonction transversale. Donc là, c'est quand même, depuis 2003, depuis les années 2000, donc on a quand même un enrichissement des dispositifs pour rendre plus de fluidité entre ces différents secteurs. Troisième levier, de notre point de vue, c'est créer des lieux de débat entre acteurs et partenaires au niveau territorial, parce que la position des agronomes dans le développement est parfois assez compliquée. Un carrefour entre, d'une part, la recherche et la pratique, mais aussi un carrefour entre l'État et les collectivités territoriales qui ne sont pas forcément alignées. Et puis, il y a aussi donc, des alliances, des scènes avec des alliances avec les entreprises de conseil qui sont quand même diverses sur le territoire. Donc là, il y a parfois des synergies et parfois des freins. Donc, c'est pour ça qu'on insiste sur l'intérêt de créer des lieux de débat. Quatrième point, c'est la valorisation des métiers et expériences des agronomes du SDA. Ça, c'est à travers de témoignages, donc recueillir les témoignages des agronomes qui se sont confrontés aux différents outils et méthodes et qui ont tiré de l'expérience, et ça, c'est une boucle rétroactive. Et puis, souligner aussi l'intérêt des démarches de partage d'expérience pour donc contribuer à l'enrichissement de la formation des agronomes. Voilà ce qu'on peut dire en termes de déterminants. Ce qu'il faut noter aussi, c'est acter deux évolutions marquantes de l'accompagnement des agriculteurs en proximité, avec une complexification croissante. Là, je reprends un schéma d'un travail fait avec l'INRA de l'ISTO donc à Dijon. Aujourd'hui, conseiller, c'est agencer en fait différentes logiques. Un conseil global stratégique, notamment sur la trajectoire des exploitations, et ça, c'est particulièrement important donc, en période de transition. C'est aussi essayer de concilier deux logiques qui sont plutôt antinomiques. D'un côté, favoriser l'innovation avec une posture de co-construction qui demande du temps, et de l'autre côté, intégrer l'arsenal réglementaire pour sécuriser les exploitations. Et puis, le dernier aspect, c'est qu'une exploitation, donc il y a aussi un territoire, son territoire peut être aussi concerné par des enjeux territoriaux. Et là, donc, ça fait appel aussi à d'autres aspects donc, de la fonction de conseil aujourd'hui. Donc, une complexification, et tout se joue aussi dans un contexte concurrentiel donc, qui est affirmé, qui est favorable à la marchandisation, et donc ça pose la question du temps disponible, d'accompagnement, avec une montée en puissance des coopératives et des négoces qui ont un rôle déterminant dans la mise en pratique de l'agronomie. C'est vrai que si on refait l'histoire très rapidement de l'agronomie,
il me semble qu'on a eu des opérations pionnières, pilotes vraiment passionnantes, mais que la montée en généricité donc, a plutôt fait défaut. Donc on pourrait citer plusieurs exemples, mais et donc là, de notre point de vue, un enjeu, enfin les coopératives ont un rôle majeur à jouer dans l'avenir, puisque compte tenu de leur position stratégique aujourd'hui. Dernière diapositive. L'évolution du paysage agricole, donc là c'est sous forme de questions, enjeux pour l'agronomie. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est aussi l'évolution, donc la régression sensible du nombre d'exploitations, puisque une régression de 50% en 30 ans, 400 000 aujourd'hui, on est parti de 2,3 millions en 1945, et des pronostics disent qu'il y en aura 200 000 dans 2030. Donc là, il y a aussi une évolution considérable de la qualification des agriculteurs, donc ça c'est un atout pour parler agronomie, qui est quand même une démarche systémique et assez complexe. Mais la question qu'on peut se poser, c'est quelle sera la disponibilité des agriculteurs qui vont rester pour être acteurs de la gestion territoriale, où il y a de nombreux cercles de concertation et il faut du temps et de la disponibilité. Et puis ce profil, de façon caricaturale et schématique, effectivement une évolution vers une majorité de très grandes exploitations ou de grandes exploitations, avec des problèmes de reprise. Quel sera le profil des repreneurs, des gestionnaires, qui font des sous-traitances aux entreprises agricoles, appel à la robotique, au numérique. Et donc, dans ce contexte-là, quid de l'agronomie clinique, qui était quand même un fait majeur dans le développement, et quid de la biodiversité, qui est un enjeu primordial pour réduire donc, les phytosanitaires, notamment. Et puis, à l'opposé, donc une minorité de petites exploitations en agriculture biologique de circuit court, dans les régions périurbaines ou autres régions, et qui sont plus en phase avec l'agroécologie, et qui est quand même l'orientation qu'au niveau de la femme qu'on retient pour pouvoir faire face aux défis de l'avenir. Voilà. Merci beaucoup, André et François, pour cette présentation évidemment très rapide. On vous conseille de lire ce chapitre et l'ensemble de l'ouvrage, mais pour ceux qui sont présents ici, intéressés par le rôle du développement agricole dans la construction de l'agronomie, le chapitre est passionnant, comme tous les autres chapitres d'ailleurs. Et donc, sans plus attendre, je vais demander à nos deux discutants, Jean-Ly et Lionel, de réagir, alors réagir à l'intervention, mais peut-être au-delà, à l'ensemble de ce chapitre, et du coup, de lancer un peu le débat en posant une question. Donc, vous avez chacun 5 minutes pour pouvoir réagir et poser vos questions. Donc, je vais donner la parole en premier à Jean-Guy et ensuite à Lionel. Bonjour, bonjour à tous. Donc, après cette présentation effectivement rapide qui retrace 70 ans de développement agricole, pour certains d'entre nous, et moi j'en suis, j'ai pas fait Trichâteau, mais j'ai fait Etchari. Parce que mon premier poste était en chambre d'agriculture, donc pour être conseiller agricole. Donc, j'ai l'impression de revivre toute cette période des 50 dernières années sur lesquelles on a vu, au cours desquelles on a vu à la fois des groupes de développement agricole, des CETA, qui ont permis à l'agriculture d'acquérir de nouvelles pratiques agronomiques liées à la mécanisation, et puis progressivement ces groupes, avec notamment au début du siècle, ont diminué. Donc là-dessus, je partage complètement ce constat. C'est clair que la révolution numérique aujourd'hui permet des échanges entre les régions, entre les pratiques, et on a des groupes de youtubeurs qui permettent aussi d'apporter des connaissances et des pratiques aux agriculteurs, à mes citoyens, voisins agriculteurs, parce que moi je connais, pour y avoir travaillé aussi bien la coopération que le négoce agricole, et puis aujourd'hui j'ai la vision de l'élu local, parce que je suis maire de ma commune et je suis vice-président de la communauté de communes au développement économique. Et si je relis et que je vois tout cela depuis 20 ans, je constate une augmentation, une multiplication des acteurs
qui se réclament du développement de l'agronomie, qui viennent parfois contrecarrer les techniciens des chambres d'agriculture, et notamment dans les 10 dernières années, je vois bien une perte d'influence, voire une remise en cause de ce qui était prôné comme la parole du conseiller agricole sur son secteur quand il avait pignon sur rue. Mais aujourd'hui, c'est avec les syndicats des eaux, avec les collectivités territoriales qui recrutent des agronomes, les organisations non gouvernementales qui, elles aussi, sont porteuses de conseils agricoles. On voit qu'on a une augmentation, une pluralité d'intervenants dans le conseil agricole et dans le conseil agronomique. Donc là, la première question que je poserai, parce que j'en poserai une deuxième peut-être assez rapidement pour ne pas être trop long et laisser la place au débat, mais je dirais aujourd'hui, quel est le positionnement des agronomes face à la diversité, à la pluralité de ces structures qui sont présentes sur le terrain? Ça, c'est le premier élément. Et alors, peut-être, j'ai la parole, alors je continue. Si tu as une deuxième question, vas-y, pose-la comme ça. Voilà, allez. Et donc, au niveau du territoire, ce qu'on voit, c'est une diminution importante de la population agricole. Dans les conseils municipaux, on a pratiquement plus d'agriculteurs. L'agriculture biologique, alors, a pénétré sur le terrain et pose la question des pratiques vertueuses et comment les faire connaître. Mais à côté de ça, il y a une diversité des systèmes agricoles, qu'ils soient conventionnels, agroécologiques, et parfois on a une ignorance de ce qui se fait et des évolutions vertueuses et des bonnes pratiques qui sont mises en place, d'autant plus que si on regarde au niveau global de la sphère préfectorale, on voit bien, comme ça l'est au niveau du ministère, la politique agricole, elle n'est plus l'émanation comme c'était dit tout à l'heure, c'est pas la direction des services agricoles ou la DDA qui le fait. Aujourd'hui, c'est à la fois un copilotage par le ministère de l'Agriculture et par le ministère de l'Environnement. Et selon les dossiers, on se demande qui a la main. Parce qu'en fait, d'un côté, on a des agronomes qui étaient des ingénieurs agro, et de l'autre côté, moi, je vois bien qu'on a des fonctionnaires qui sont parfois des militants un peu dogmatiques, parfois, pour le dire très, très simplement. Et donc, comment tout ça peut fonctionner, comment aussi, au niveau des organisations économiques, comment la coopérative ou le négoce peut faire passer le bon message quand on a une multiplicité de réglementations qui viennent se rajouter à la réglementation précédente. Donc, et quand l'agriculteur qui est sur son pulvérisateur pour répandre des oligo-éléments sur ses parcelles, il risque même, à certains moments, d'être traité de pollueur, alors qu'il fait l'agronomie au plus proche des besoins de la plante et du climat. Donc, face à la diversité des exploitations agricoles, aux différentes évolutions et aux différentes pratiques agricoles, comment créer un climat de compréhension plus que d'opposition? Merci Jean-Guy. Et bon, vous avez deux questions intéressantes par rapport à la question du lien au territoire, les agronomes du développement agricole dans le territoire et par rapport aux enjeux de société. Lionel, tu as la parole. Oui, eh bien, bonjour à tous. Je vais charger encore un petit peu plus la barque finalement pour les deux. Donc, moi, je vais réagir par rapport à votre présentation de tout à l'heure sur le timing, les différentes phases historiques et sur le côté que je trouve un petit peu optimiste vis-à-vis notamment du secteur économique sur la période de transition 2003-2020 pour avoir être parti du système plutôt de développement et être allé plutôt sur le système économique aujourd'hui. Je pense que la prise de conscience, elle a été plus récente. Voilà. Si je prends notre cas en Bourgogne-Franche-Comté au niveau des coopératives,
l'engagement, il remonte peut-être à 2014-2015, et c'est à partir de là qu'au niveau des coopératives régionales, on a eu un travail de réflexion pour justement, face à ces enjeux qu'on sentait venir, que vous avez tous évoqués, hein, de renouvellement de génération, de décarbonation, comment on va dire, de diversification, parce que le modèle économique aussi est arrivé un peu à bout de souffle, hein, et donc on a eu à avoir une réflexion sur notamment la diversification des activités des exploitations et la complémentarité. Donc, je pense que notre réflexion, elle est un petit peu plus récente que ça, et du coup, par contre, je pense qu'aujourd'hui, on est complètement arrivé à maturité sur la notion d'approche systémique, mais systémique à l'échelle du territoire. Comme vous l'avez dit, on est parti du système de culture, on est passé au système d'exploitation, et aujourd'hui, on est vraiment sur une approche système plus globale, vraiment en prise directe avec le territoire. Par rapport à cette prise de conscience, du coup, au niveau des coopératives, on a structuré notre réflexion autour de ces thèmes-là, notamment en mutualisant des moyens de recherche et développement. Et je pense que du coup, le lien avec les acteurs du développement a profondément évolué. Si je devais reciter un peu le côté historique, il est loin le temps où, avec François, la Chambre prenait ce qui était au niveau des racines et où les coopératives prenaient la partie aérienne. Vous voyez, c'était une clé de répartition qui aujourd'hui n'aurait plus tout à fait de sens, quoi. Donc, on n'est plus là-dessus. Et la question que je me pose, c'est que au niveau des coopératives, cette prise de conscience, elle a amené à une montée en conséquence des moyens à déployer. Et il faut que ces moyens-là soient très bien coordonnés, en particulier à l'échelle régionale, qui, moi, me paraît, par rapport au prolongement économique des dossiers, me paraît être la bonne échelle. Néanmoins, il faut qu'on ait, dans le modèle de développement qu'on va mettre en œuvre, là, une relation particulière avec l'environnement, de manière à structurer, à agréger toutes les compétences, qu'il y ait une parfaite complémentarité pour aller chercher l'efficacité, parce qu'en fait, les enjeux qui s'imposent à nous, ils s'imposent sur un pas de temps qui est relativement court, et on a une obligation de résultat sur des pas de temps qui peuvent être un peu courts. Voilà. Donc, on est en pleine réflexion là-dessus. Ce que j'attends un petit peu de vos réflexions, c'est comment est-ce qu'on peut organiser ça en allant plus loin que ce qui s'est fait historiquement. Voilà. Je pense que le côté économique aujourd'hui est à maturité, entre guillemets. Voilà. Ok, merci beaucoup. Cette question maintenant portant sur les relations recherche-développement dans les territoires. Donc, c'est vraiment tous les deux discutants vous interrogent sur la question des territoires et le place, comment dire, tout ce qui est coordination des actions des uns et des autres sur le territoire. Alors, qui veut prendre la parole? Eh bien, on peut reprendre par le diaporama pour les premières questions donc, posées par Jean-Guy. Et puis ensuite, André et Jean répondront à celle de Lionel. Pour ce qui est donc de la question donc, de comment faire sur un territoire pour créer, donc, face à la diversité des exploitations, un climat de compréhension plus que d'opposition. C'est comme ça qu'on peut reformuler la première question de Jean-Guy. Ça nous a renvoyé à une période relativement conflictuelle dans la fin des années 80 à propos de la problématique eau et nitrate sur les ressources en eau. Et là, la réponse collective qui a été apportée, c'est le dispositif Fertimieux, qui a duré une dizaine d'années, initié par la DERF, donc, qui est une structure du ministère de l'Agriculture, avec un consensus de l'ANDA et des OPA, et puis une implication donc, de la communauté scientifique sous la présidence de Michel Séliotte. Et donc, le Corpen, qui était une structure qui avait déjà été créée antérieurement, justement pour prendre en considération ces enjeux environnementaux, qui était aussi une structure transversale intéressante, eh bien, avait défini un cahier des charges, en quelque sorte, de ce que pouvait être une opération locale, avec une démarche scientifique, et puis un processus de labellisation, avec une évaluation donc, périodique. Donc là, sur la colonne de droite, j'ai reporté une opération donc, qui s'appelait Cultivons l'eau potable en Val-de-Saône, simplement pour pointer donc, les quelques points de repère donc, sur les exigences scientifiques, des prérequis assez importants en termes de diagnostic pluriel, une exigence de même conseil entre tous les prescripteurs, et ça, c'est jamais gagné d'avance, on a une structure de conseil, et avec une progressivité par boucle de progrès, lors de chacune des évaluations,
la prise en considération de la diversité des agriculteurs, et ça, c'est pas mince, exploitation et exploitants. Et puis surtout aussi, donc, la création d'un comité de pilotage qui soit fédérateur entre le monde agricole et le monde de l'eau, et incluant aussi les associations. Donc ça, c'était donc une structure très fédératrice et de communication. Et avec aussi une exigence de communication au grand public. Lorsque le dispositif a été achevé, donc au terme de 54 opérations locales, il y a eu une matinée donc, à l'Académie de l'agriculture, à laquelle donc, Michel Séviotte concluait. J'ai repris 3 points de son discours final. C'était donc faire mieux une expérimentation sociale. Et ça me paraît important par rapport à la question que pose Jean-Guy. Il pose aussi la question de l'équilibre entre le volontariat et la réglementation, parce que ça, c'est vrai aussi que en fait, on évolue plus vers des sociétés avec beaucoup de réglementation et le volontariat où est-il. Et puis le rôle majeur aussi des techniciens, là il a annoncé un peu le rôle de l'agronome médiateur. Voilà pour le premier aspect. Le deuxième aspect, Philippe, ça renvoie aussi à une question de fond, c'est qu'en fait, j'ai repris les propos de Michel Serres donc, en 2006 à une assemblée générale du réseau phare, qui pour lui, il estimait que le fait majeur du XXe siècle, c'était la transformation radicale où on avait plus de 50% d'actifs agricoles en 1900 à 2,3% aujourd'hui. Il en résulte une méconnaissance profonde de l'agriculture par nos concitoyens. Le même phénomène, ça a été souligné par Jean-Guy au niveau des élus locaux. Et en même temps, sur le terrain, il y a une diversité des agricultures. Donc, c'est vrai que ça rend interrogatif le citoyen qui n'est pas au courant de l'agriculture. En 2008, une des conclusions fortes que j'avais retenues pour ma part du Grenelle de l'environnement, c'était de former tous les acteurs. Et je pense qu'on a fait plus de réglementation que de formation des acteurs. Et donc, on se retrouve vers un enjeu collectif qui consisterait donc, du global au local et vice-versa, à bâtir une stratégie de porter à connaissance sur la diversité des agricultures et des enjeux. Avec André, on pense qu'il faut renouveler la méthode de travail en intégrant donc, les enjeux alimentation, environnement et biodiversité. Et donc, on rejoint là le concept de santé unique développé par Michel Duru, car on le trouve très fédérateur. La deuxième question, donc, posée par Jean-Guy, c'est quel positionnement des agronomes face à la diversité des structures. Donc là, je reviens au Val-de-Saône que je viens de préciter, parce qu'en fait, pour illustrer la réalité du millefeuille territorial. Ici, on est sur un petit territoire qui a fait l'objet d'un projet donc, de recherche-action avec Christophe Soulard à Dijon, à l'époque. Et on a 4 enjeux sur un petit territoire de 500 hectares environ, d'inondabilité, de biodiversité, de qualité de l'eau potable et la commune, avec des pré-communes. Et chacun de ces enjeux est donc divisé et piloté par une structure. Et donc, il y a un rôle de coordination et de négociation à avoir entre ces différents acteurs. Et là, donc, il y a un enjeu territorial extrêmement important. On a aujourd'hui une complexité des réglementations qui est vraiment surprenante. Et du coup, il y a vraiment, une diapositive suivante, un investissement à concevoir de la part des chambres d'agriculture qui nous paraît quand même bien placé compte tenu de l'investissement qu'il y a eu et du capital d'expérience des agronomes en termes de gestion d'opérations territoriales. Je citerai ici les secteurs de référence irrigation qui ont initié des démarches intéressantes dès le départ, Fertimieux qu'on a cité, mais aussi tous les dispositifs d'économie circulaire. Et donc là, les agronomes des chambres d'agriculture ont des compétences de profil donc, de l'agronome médiateur. On peut estimer qu'avec les transitions, tous ces sujets, le nombre de sujets qui vont être l'objet d'une approche transversale vont ne faire que croître. Et donc là, il y a un repositionnement des chambres d'agriculture à opérer pour répondre aux enjeux collectifs auxquels nous sommes confrontés. Par rapport à ce qu'évoquait Jean-Guy sur la perte de confiance des chambres d'agriculture, je pense qu'il y a une clarification à apporter entre les missions de représentation professionnelle, dont elles sont en charge, et puis les missions d'animation du développement territorial dans l'intérêt des biens publics. Voilà un peu les éléments de réponse qu'on voulait apporter donc, par rapport à cette question. Merci. Très bien. Donc, pour la question de Lionel. Donc, par rapport à la question de Lionel, je pense qu'on avait anticipé un peu sur cette question en écrivant
la conclusion qui est dans le bouquin dans le bouquin, puisque enfin, on avait bien identifié que les coopératives et les négoces, ils ont un rôle majeur pour toute l'évolution de l'agriculture. Et ce sont des entités économiques qui ont créé des services agronomiques, qui développent des compétences et des outils de gestion pour les agriculteurs et qui offrent aussi à leurs participants la possibilité d'engager des démarches innovantes. Par exemple, un point qui a été perçu très positivement, y compris au ministère de l'Agriculture, c'est l'engagement des COP dans les réseaux défis, qui ont permis d'augmenter cette action. Et alors, un autre point qu'on veut souligner, c'est aussi qu'il y a certains organismes, certaines coopératives d'importance qui rentrent de plein pied dans le dispositif enseignement-recherche par le biais des chaires d'entreprise. Donc ça, c'est une voie qui est certainement intéressante et à discuter. Et donc, ce qu'on concluait dans le livre, dans l'ouvrage, c'est qu'une refonte du système de développement elle doit se dessiner, elle doit se mettre en place avec des enjeux à 3 niveaux. Le niveau régional, où l'intérêt général partagé serait de constituer des pôles de recherche-développement structurés et performants, incluant les chambres d'agriculture, les instituts techniques, les organismes de collecte et d'approvisionnement et les organismes nationaux à vocation agricole et rurale, dans un contexte où les conseils régionaux ont un rôle de financement déterminant. Donc, je pense, enfin, nous pensons avec François que le fait d'inclure, ou d'essayer d'inclure des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, donc qui ne sont pas toujours d'accord, ça peut être, enfin, qu'il faut essayer quand même d'arriver à des compromis. Et puis, donc, on citait l'expérience d'agrotransfert en Picardie aussi pour une réorganisation des ressources au niveau régional. Donc, et Jean Boiffin pour en parler s'il le souhaite. Et donc, ensuite, donc ça c'était pour le niveau régional de la refondation du système de développement agricole. Il y a le niveau local où aujourd'hui, on constate aussi que les coopératives et le négoce privé parfois disposent de réseaux de techniciens très importants et parfois plus importants dans une région donnée que le nombre de techniciens des chambres d'agriculture. Et que ces conseillers abordent aussi le conseil stratégique relatif à l'évolution des systèmes de culture. Donc, ce qu'on concluait qu'il y avait probablement une nouvelle répartition des missions entre les organismes d'approvisionnement et de collecte et les chambres d'agriculture dans un premier temps, pour qu'il y ait réellement une parole commune à propos de l'agronomie. Donc, voilà enfin, ce qu'on avait écrit avec François. Merci André. Donc, on vous conseille de relire la conclusion du chapitre. Voilà. Peut-être on a un certain nombre. Donc, il n'y a pas encore beaucoup de questions de par les participants. N'hésitez vraiment pas, hein, parce qu'on a jusqu'à 12h15 pour ça. Peut-être Jean, que tu as une réaction, tu as été un peu interpellé sur les questions d'organisation
recherche-développement dans les territoires, puisque tu as été cité dans AgroTransfert. Est-ce que tu as envie de compléter par rapport à la question de Lionel sur ce sujet-là ou pas? En tout cas, cette question, non seulement je la partage, mais ce qu'il a dit, vu d'un point de vue un peu symétrique, c'est-à-dire vu de la recherche, j'ai vraiment observé, ressenti, vécu exactement la même chose de l'autre côté, hein, du système, en particulier du point de vue du timing. Bon. Et moi, il me semble qu'il y aurait vraiment 2 ou 3 thèses d'agronomie, d'épistémologie ou de je ne sais quoi à faire sur la relation, sur l'interaction recherche-développement, la manière dont elle a fabriqué l'agronomie, et plus particulièrement sur comment ça s'est passé avec les coopératives. Parce que c'est un cas particulier très intéressant, sachant que dans cette interaction et dans son évolution, il y a eu, il y a eu une espèce de grande sinusoïde, il y a eu des périodes plus ou moins fastes, favorables, avec, pour le dire de manière très schématique, de 1980, rapport Hénin à 2000, ou peut-être un peu avant le 2015 qu'évoquait Lionel, une phase de divergence, pour ne pas dire de crise. Hein. Et ce qui est, alors que depuis, il y a une sorte d'idylle qui se noue entre la recherche et les coopératives. Là encore, pour schématiser et extrémiser. Et moi, il me semble que c'est très intéressant d'analyser ça. Aussi bien les phases de divergence. Jean, on t'entend plus là. Jean, on t'entend plus. Coupe ta caméra. C'est un problème de bande passante là, en ce moment. Vas-y. Voilà, tu parles là-bas pour voir? Oui, je parle. C'est bon. On m'entend pas bien? Si, Oui. si, ça y est. D'accord. Et donc, il me semble que il est très intéressant d'analyser aussi bien ce qui a causé ou favorisé les divergences que ce qui, aujourd'hui, favorise et cause les rapprochements. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, je n'irai pas plus avant dans l'analyse de ça, mais c'est que pour la divergence, la fonction agrofourniture des coopératives a été beaucoup plus en cause, c'est beaucoup plus sur cette fonction-là que la divergence a porté, que sur la fonction collecte, où la relation a été peut-être assez faible, essentiellement parce que les agronomes de la recherche n'étaient pas très investis là-dessus. Et il y a eu quelques trucs très intéressants et des coopérations intéressantes sur les problèmes de qualité des produits végétaux, hein, comment est-ce qu'on gère la qualité à l'échelle territoriale. Mais donc, sur la fonction collecte, il y a eu des choses, des relations très, très positives et intéressantes. Hein, c'est sur la fonction. Et puis, plus récemment, ça change. Et il y a, comme je disais, une sorte d'idylle qui se noue, à la fois pour des raisons institutionnelles, parce que le cadre institutionnel est peut-être plus favorable à la coopération, parce qu'il y a sans doute une perception des enjeux stratégiques qui se rapproche, peut-être aussi parce que il y a une montée en compétence, une prise en charge plus importante de la fonction recherche-développement et de l'accompagnement qui va avec par le système coopératif et une montée en compétences qui va avec, et du coup, il y a plus de possibilités. Il y a toute une série d'éléments qui expliquent ça et qui seraient à analyser. Voilà. Juste pour dire, et je pense aussi que quand on regarde les thèmes sur lesquels ça porte, notamment développement territorial, on se dit qu'il y a une grande perspective de coopération égalitaire, recherche, développement coopératif. Ce sont les systèmes agroalimentaires régionaux ou territoriaux en général. Hein.
avec, je pense, une contribution très intéressante et encore une fois égalitaire des deux acteurs. Hein. Donc, il me semble que cette idylle, si je puis dire, elle a de très très belles perspectives. Merci. Lionel, peut-être, je pense que c'est peut-être bien de réagir. Il existe, est-ce que maintenant qu'il y a des alliances de coopératives, donc du coup, qui mutualisent des moyens, est-ce que quelque part, vous envisagez des co-financements de thèses, par exemple, comme le propose Jean, pour analyser Non, les positions? c'est l'aspect trivial de mon propos, là. Oui, Alors oui, que bien sûr, mais mon c'est propos était bien sûr. une sorte de Mais c'est drague important. intense. C'est important. Il faut des outils positifs pour travailler. Et donc, c'en est un. Alors, Oui. Lionel. Mais c'est vrai que mais je partage à 200%, hein, et c'est vraiment très agréable de l'entendre parce que on a vécu tout ça entre guillemets en direct, quoi. Alors aujourd'hui, je pense pas qu'on soit sur une notion d'idylle parce qu'une idylle, ça voudrait dire quelque chose qui s'inscrirait pas dans la durée. Et peut-être que le moteur aujourd'hui, quand même, de la raison d'être au niveau des coopératives, il est remonté vraiment en haut de pile. C'est le côté qu'a évoqué tout à l'heure François, c'est le renouvellement des générations. Et on est quand même arrivé au fil du temps sur un seuil d'alerte qui l'emporte sur tous les autres enjeux. Et la volonté vraiment au niveau des coopératives, sur le modèle, quelque part, sur ces différentes agricultures qui cohabitent, on doit répondre à l'ensemble des modèles, mais on doit s'inscrire dans des territoires, c'est la raison d'être de la coopération aujourd'hui, mais des territoires vivants. C'est-à-dire que le maintien d'une densité d'acteurs sur les territoires est un enjeu majeur. Et c'est pour ça que ce volet-là, il est rentré de plein pied dans la stratégie des entreprises coopératives et il est vraiment en haut de ce qui guide nos lignes, hein, d'action. Voilà, ça c'est peut-être le premier point. Donc, j'espère autre chose qu'une idylle, personnellement. Voilà. Ensuite, Oui, pour vas-y, continue. Mais les idylles, elles peuvent durer très longtemps. Hein, voilà. Ensuite, pour illustrer peut-être mon propos, là, par une action concrète, il y a beaucoup d'initiatives. L'échelon régional a été évoqué et je pense que cet échelon-là est primordial par rapport au travail qui doit être conduit en filière et surtout en interfilière. Voilà. Et je vais illustrer. On a engagé par exemple une action en Bourgogne-Franche-Comté, mais comme ça a pu être fait dans d'autres régions en France autour des enjeux des protéines en général et des légumineuses. Nous, on l'a travaillé, on a intitulé ça Profilet. On l'a démarré en 2019. Et on est encore dans ce modèle de co-construction, mais peut-être que par rapport à une époque où on aurait travaillé avec les acteurs, les chambres, même le syndicalisme, les instituts de recherche, la recherche, l'INRA, où on aurait travaillé le dossier, aujourd'hui en associant jusqu'au bout la partie économique par l'aspect analyse, notamment par les CER, et puis la partie vraiment économique, structuration de filière au niveau des coopératives, on arrive à un modèle qui est peut-être plus abouti, puisqu'on a la volonté, par exemple, d'aller jusqu'à des modèles où on va engager une forme de contractualisation entre les différents profils, entre les producteurs de graines, entre les transformateurs, entre les éleveurs. Et donc, sur ces enjeux d'autonomie protéique, de décarbonation et de légumineuses, on revient sur l'entrée initiale qui est l'agronomie, on redéploie des fiches actions autour de ça et on est sur quelque chose de très transversal qui englobe l'ensemble des enjeux. Et ça débouche derrière sur des organes, entre guillemets, de comités de pilotage à l'échelon régional, interacteurs, et qui vont être, on est en train de structurer tout ça, mais qui, pour inscrire l'action dans la durée, vont être fondamentaux, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour rebondir sur l'aspect régional. Et le volet financement aussi des conseils régionaux a été évoqué. C'est une échelle majeure puisque la plupart des régions aujourd'hui réfléchissent pour ce qui est par exemple le cas de Bourgogne-Franche-Comté, à une vision pour l'agriculture à 2040. Et donc, on est tous mobilisés pour co-construire et partager surtout les analyses. Et puis, sur l'aspect local qui a été évoqué par rapport au réseau de techniciens dans les coopératives, eh bien, déjà rien qu'aujourd'hui, le terme de technicien, il est plus. On a avancé. C'est-à-dire que certains ont parlé du technicien augmenté ou ainsi de suite. Ça date déjà un petit peu. Mais aujourd'hui, on n'attend plus du tout la même chose d'un technicien du réseau d'une coopérative que ce qu'on pouvait imaginer en termes de conseil il y a ne serait-ce que 6-7 ans. Donc, on le ramène à un niveau
de connaissances par les différents dispositifs qu'on peut mobiliser en leur rendant accès à la donnée et aux analyses. Eh bien, quand ils sont dans la relation terrain avec les adhérents, le panel d'outils à mobiliser est beaucoup plus large qu'il ne l'était par le passé. Voilà, donc il y a une montée en compétences. Merci, merci beaucoup pour ces échanges très, très intéressants, très riches. Alors, j'en lis, mais après, il faut que je prenne des questions des participants. Donc, vous faites maintenant des réponses un peu plus courtes pour qu'on puisse prendre les différentes questions. J'en lis. Donc, je vais être plus court. Une chose concernant la pluralité des acteurs. Je crois que ce qu'on a tous dit là aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on trouve un moyen pour que organisations économiques, organisations non gouvernementales, structures territoriales, élus puissent se retrouver autour d'un lieu, autour d'une table pour qu'on puisse définir un axe qui soit accepté par tout le monde. Je n'irai pas plus loin. La politique de l'eau sera un exemple majeur pour les années qui viennent. Deuxième élément, et je vais être très rapide, sur la politique territoriale et la pluralité des acteurs. Moi, je citerai les programmes alimentaires territoriaux qui prennent en compte les besoins du territoire, des cantines scolaires, des EHPAD, mais également qui permettent d'avoir une approche de circuits courts avec les agriculteurs et les organisations économiques. On a beaucoup parlé des coopératives, mais je pense qu'on peut dire également le négoce agricole, hein, selon les endroits et selon les pratiques économiques, et les différentes organisations qui permettent de concourir localement à une possibilité de fournir une alimentation plus saine, plus proche et moins coûteuse en gaz à effet de serre au travers des démarches de programmes alimentaires territoriaux. Donc, c'est un deuxième exemple sur lequel il y a possibilité de faire travailler tout le monde ensemble. Merci. Alors, je vais prendre une question qui est posée depuis un petit moment de Pierre. Dans le bonjour et merci pour les présentations. Donc là, c'est pour François et André. Hein. Pouvez-vous revenir sur la manière dont les agronomes ont pris en compte la dimension territoriale du développement par opposition à la logique sectorielle ou à la division entre grands types d'exploitation? C'est-à-dire, à quel moment il y a eu cette bascule avec la prise en compte de la dimension territoriale et par rapport à la logique sectorielle? Ben, je pense que le fait majeur, ça a quand même été la problématique de la ressource en eau. Là, ça a été vraiment générateur donc, d'une révision d'abord des concepts, parce qu'on avait très, très bien assimilé le concept d'itinéraire technique. Et par contre, le système de culture était resté en friche, enfin, dans la pratique. Hein. Et je trouve que la confrontation des agronomes aux questions d'enjeux de pollution, eh bien, a donc permis de mettre en valeur le concept de système de culture. Et on se disait aussi avec André, d'ailleurs, que l'organisation par filière des ITA a été plutôt un frein structurel à la promotion, à la valorisation du concept de système de culture. Et c'est un réel enjeu pour l'avenir, là aussi. Parce qu'effectivement, le concept de système de culture s'impose quand même dans toutes les dimensions. Et là, on a vraiment un frein dans l'organisation hérité du dispositif de diffusion. Donc, et puis, ça s'est généralisé avec les opérations de biodiversité, de prise en considération de biodiversité. J'ai cité aussi les secteurs de référence irrigation. Je pense qu'il y avait à la fois, à cette époque-là, un président qui s'appelait Jean-Claude Tirel, l'INRA, et qui était d'une très grande ouverture. Par exemple, je cite qu'on a fait un secteur de référence irrigation en Saône-et-Loire, imposé par un industriel de légumes, pour la régularité de la qualité. Donc, l'irrigation, ce n'est pas forcément, comme le cliché l'entend souvent dans le public, pour accroître les rendements. Ça peut être aussi pour une régularité de la qualité des produits dont bénéficient les consommateurs. Donc, voilà. Et là, on a développé avec les coopératives, le lycée agricole, une démarche de secteur de référence qui était vraiment pluriacteur là aussi.
Et je pense que c'est la voie, quoi. Ok, merci. André, tu veux ajouter quelque chose ou Non, comme non? Ok. François l'a dit, on a travaillé ensemble. Une autre question concernant la coordination régionale recherche et développement public et coopérative négoce. Donc Rémi qui dit, bah oui, cette coordination est indispensable, mais autour de quel diagnostic partagé et établi par qui et pour quel projet d'agriculture régionale? Est-ce que le jeu classique des acteurs est-il suffisant pour un diagnostic qui prenne autant en compte les biens publics et les biens privés? Quel genre de structure pour porter et faire vivre ce diagnostic? Donc, il y a 3 questions en une, mais en gros, voilà. Est-ce que, au-delà du diagnostic, après, pour travailler sur des trajectoires d'évolution des agricultures à l'échelle régionale, comment vous voyez ça en termes de dispositifs? Alors là, Lionel et Jean-Guy, vous pouvez aussi avoir la parole, là, parce que Lionel, Lionel en VSC, oui. Oui. il est dedans. Je peux démarrer et puis vous compléterez. Mais en fait, pour se comprendre, il faut parler le même langage. Donc, on parlait tout à l'heure de montée en compétences. Il faut que au niveau des équipes R&D qu'on a décidé de mutualiser, par exemple, on a profité notamment au moment du plan de relance des dispositifs qui s'offraient à nous pour faire rentrer sur des études un petit peu précises, des doctorants ou des thésards. Et donc, soit issus, pour ce qui est dans notre région, de l'Institut Agro, soit du partenariat avec l'INRAE. Et à un moment donné, quand ces périodes de transition, entre guillemets, sont passées, si les personnes en question restent dans les structures, eh bien, les ponts sont établis avec la partie recherche et développement. Entre guillemets, ça parle le même langage. Donc, ça facilite largement la fluidité des dossiers. Donc, ça, c'est un premier point. C'est un maillage qui me paraît essentiel. Et puis, je voulais aussi insister sur un point qu'on n'a pas beaucoup évoqué jusqu'à maintenant, mais l'évolution récente autour de la gestion des données, puisque on dispose aujourd'hui d'une masse de données qui peut remonter des exploitations d'une manière beaucoup plus fluide qu'elle ne l'était par le passé, et du coup d'une capacité de traitement qu'il faut mettre en face. Et cette gestion des données, en la structurant et en mettant là aussi des moyens au niveau des équipes, on peut amener des OAD, structurer des OAD à destination des exploitations. Et là aussi, le fait de maîtriser les données au niveau régional fait partie des choix qui sont très structurants pour la suite. Voilà. François, André, vous voulez ajouter ou... Non, disons que ce qui est vraiment important, c'est effectivement d'avoir une vision partagée du développement territorial. L'échelon, là, donc c'est ce qui est cité en Bourgogne-Franche-Comté, c'est l'horizon 2040, mais je pense que c'est vraiment essentiel de prendre le temps, effectivement, d'avoir cette vision partagée. Et je pense que par rapport à la question de Rémi, il faut être réaliste. Je pense qu'il y a une pluralité de l'agriculture et dont acte. Et après, c'est les marges de progrès pour chacun des types. Comme il y a une pluralité de territoires, et je pense qu'il faut revenir à la grille de stratification que proposait donc Christophe Soulard. Aujourd'hui, les nouveaux territoires du développement, c'est d'un côté, on a des territoires résidentiels ou périurbains, des territoires à fort enjeu agroécologique, et des territoires productifs. Je pense que ça fait une grille de lecture aussi intéressante pour identifier les enjeux et puis hiérarchiser. Ok. Jean, tu voulais compléter? Quitte à introduire moins de subtilité dans les réponses, je vois pas comment tout le monde n'aurait pas intérêt à ce que ce soit les chambres régionales qui soient, peut-être pas partout, mais l'acteur pivot de cette affaire-là. Bon, enfin, en tout cas, de la réponse à la question qu'a posée Rémi. Bon, autant les coopératives ou les alliances de coopératives me semblent être un acteur privilégié vis-à-vis de la conception, de la mise en œuvre, de l'innovation concernant les systèmes agroalimentaires régionaux, c'est-à-dire la concordance entre système de production, assolement régional, régime alimentaire des populations qui habitent cet espace régional, système de transport et distribution, etc. Moi, je ne vois pas d'autres acteurs que les coopératives là-dessus. Autant sur la question qu'a posée Rémi,
il me semble que tout le monde a intérêt à ce que ce soit les chambres régionales qui prennent la main, y compris les autres acteurs. Bon. Donc, il me semblait qu'on pouvait avoir une réponse un peu engagée sur cette question-là. Voilà. Moi, Ok. Et je voulais juste… je veux être très rapide. Je veux être très rapide. Je vais prendre un exemple que je vis au quotidien depuis maintenant 3 ans sur le développement de l'agriculture biologique dans ma commune et dans les 40 kilomètres autour. Ça ne se passe pas avec des coopératives et Dieu sait que je suis adhérent d'une coopérative. Donc, il faut prendre en compte l'intégralité et la totalité des organisations économiques, Jean. Je ne veux pas que… Je suis peut-être un peu cassant, mais je préfère dire la vérité. Et j'accompagne depuis 3 ans une entreprise qui a racheté 260 hectares d'exploitation agricole, qui était en agriculture conventionnelle, qui l'a transformé en agriculture biologique, qui a construit une unité de transformation en agriculture biologique en investissant 14 millions d'euros et qui vient de contractualiser avec 40 agriculteurs bio dans le secteur. Et donc, ce n'est pas la coopérative dans laquelle je suis adhérent qui l'a fait, c'est une entreprise privée. Donc, il faut raisonner globalement avec l'intégralité des organisations économiques, à condition qu'elles soient vertueuses et que les projets d'entreprise, qu'elles soient coopératives ou autres, permettent de prendre en compte les besoins de la société et les évolutions de la société. Et je pense que c'est là-dessus que si on prend en compte la demande sociétale et qu'on prenne également en compte les évolutions agronomiques et que la population des agronomes dans leur globalité puissent travailler ensemble, y compris les organisations non gouvernementales, si elles sortent de positions dogmatiques trop cassantes, on pourra faire évoluer notre agriculture qui réponde aux besoins de la société. Voilà ce que je voulais dire. Merci, c'est l'élu qui a parlé. Je vais prendre une dernière question, il est 12h15, mais je vais quand même… Antoine avait 2 questions, donc Antoine, tu choisis une question parmi tes 2 questions. Bon, du coup, comme il était, enfin, le débat est passionnant. Moi, je voulais apporter un petit bémol basé sur l'expérience par rapport à l'idée de se mettre d'accord sur un modèle. Bon, je pense que les modèles de type Fertimieux, où on réunit autour de la table tous les acteurs, n'est plus, en tout cas, il faut le re-questionner. On l'a vu par l'accélération du temps et des enjeux qui se renouvellent rapidement, par l'émergence de nouveaux acteurs. C'est plus de l'entre-nous, comme c'était encore il y a 30 ans. Donc là, vous l'avez bien souligné, la diversité des modèles, la pluralité des acteurs, l'échange qu'on vient voir avec Jean-Guy le montre tout. Regardez simplement l'exemple de l'eau et des bassines. Il y avait un consensus il y a 4 ans sur la politique, ça a volé en éclats. Chacun a repris ses billes. Et donc moi, ma question, et puis on pourrait parler d'une expérience plus liée à nos organismes, les GIS filières que l'INRA a mis en place avec les acteurs du développement, on voit bien que c'est difficile, ça se travaille dans la durée et que ça manque de réactivité. Donc moi, ma question, elle est plutôt sur le rôle des agronomes. Moi, j'ai le sentiment qu'il faut à la fois que les agronomes soient plus engagés, non pas vers le choix d'un modèle, mais vers une lecture agronomique des politiques publiques et puis des stratégies économiques. C'est-à-dire dans le monde bouge très vite et quelle lecture on en fait du point de vue de l'agronomie de façon à éclairer. Et ça amène un changement de posture probablement par rapport aux agronomes. J'aimerais avoir votre réaction sur notre temps là-dessus, sinon ce sera dans le rendu écrit de ces webinaires. C'est que la posture des agronomes, plus en termes de médiation, assez réactive dans des territoires et très flexible. On voit bien que quand Jean-Guy parle d'écoliance dans son territoire, c'est très différent. Moi, je ne crois pas qu'en mettant les acteurs autour de la table ou en demandant à un acteur, on voit bien tout de suite que si on dit bon, chambre régionale, tout de suite ça tique. Donc, il faut, je pense que c'est des postures différentes. Voilà, j'aurais aimé qu'on échange autour de ça, mais on le fera par écrit. Oui, c'est tout un sujet. François, André, est-ce que vous avez envie de réagir au propos d'Antoine? C'est une question, en même temps, il avait des éléments de réponse dans sa question.
François, tu veux dire quelque chose peut-être? Non, je sais pas. Non, je m'abstiens. Bon, alors Jean a levé la main. Je laisse 1 minute maximum à Jean pour dire ce qu'il voulait dire. Et après, on va boucler. Moi, ce que je voulais dire, c'est que la diversité, le millefeuille, la multiplicité des acteurs, etc., paradoxalement, c'est une chance, c'est la chance de développement pour l'avenir de l'agronomie et d'emploi pour les agronomes, parce que c'est précisément le rôle de l'agronomie et des agronomes de donner une vision unifiée, cohérente et partageable par des acteurs qui ne l'ont pas du fonctionnement des agroécosystèmes et des territoires, fonctionnement impacté, en partie induit par les agriculteurs. Voilà. Et donc, c'est précisément en élaborant cette vision cohérente du système et de leur fonctionnement que les agronomes trouvent leur place, trouvent leur fonction sociale et permettent aux acteurs de travailler ensemble. Donc, pour moi, d'une certaine manière, c'est une chance, c'est une opportunité. Merci Jean. Donc, c'est une conclusion. Et donc, vous l'avez compris, effectivement, c'est aussi le rôle que se donne l'Association française d'agronomie du fait d'avoir choisi d'être un carrefour interprofessionnel et donc de pouvoir facilement relier les différentes structures, à la fois sur les territoires, mais aussi à l'échelle nationale. Donc, on va arrêter ce webinaire. On continue la semaine prochaine avec un autre sujet qui fera débat, puisque c'est le lien entre politique publique et agronomie. Et ensuite, le dernier sera sur les innovations. Donc, que des choses à discuter passionnantes dans les semaines qui suivent. En tout cas, merci à vous 6 et bonne suite, bon week-end et à bientôt. Au revoir, à la semaine prochaine pour tous ceux qui nous rejoindront. Au revoir.